Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis hyper content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin qui est à la croisée des chemins. Point d'interrogation, bien évidemment, mais vous allez voir, ça va être une analyse assez intéressante sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les enjeux, sur les risques également et sur peut-être le potentiel. Donc le Bitcoin à la croisée des chemins, on va parler de la Chine, hein. Vous savez que la Chine, c'est 75% du minage de Bitcoin. C'est également l'énergie la moins chère, c'est également une énergie entre guillemets renouvelable. Et pourtant, c'est également un pays qui est aujourd'hui en train de taper sur la crypto et peut-être même remettre en question le minage du Bitcoin. On va parler d'Elon Musk, qui n'est plus amoureux du Bitcoin. On va parler des banquiers centraux, hein, rapidement, mais bon, vous le savez déjà, hein, les banquiers centraux, ils sont assez contre la crypto-monnaie, hein. Quand vous prenez les grands banquiers centraux, ils vont tous vous dire c'est spéculatif, c'est dangereux, tu risques de perdre tout ton argent. On va parler, et puis bien évidemment, il y a une raison à tout ça. On va parler de Jacques Dorsey, ce qu'il a dit, son discours très très positif à l'égard des cryptos. Et c'est pour ça que je vous ai dit point d'interrogation. Parce que Jacques Dorsey, ce qu'il a dit, c'est extrêmement puissant. Et en même temps, on voit bien que il y a quand même des choses qui font que le Bitcoin est de plus en plus fragile aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, mais ça veut dire que il y a quand même des choses qui doivent nous pousser à être prudents. Et enfin, si vous êtes sympa, si vous êtes motivé, si vous mettez un max de likes, un max de agir en commentaire, je vous ferai une analyse technique et graphique des principales crypto-monnaies. Petite parenthèse rapide. Alors, récemment, on a eu un gars, hein, je l'ai mis sur Telegram. Alors, le gars nous a dit, ouais, c'est une escroquerie, je me suis abonné pour recevoir le livre audio. Alors, juste pour info, il y a déjà plus de 5500 personnes qui ont reçu le livre audio. Bravo, et vous avez agi, et c'est magnifique. Donc, il y a pas mal de personnes, effectivement, qui n'ont pas, enfin, pas mal de personnes, il y a quelques personnes qui n'ont pas reçu le livre audio. Donc, ce que je vous recommande de faire, premièrement, donc ici, bien évidemment, en cliquant là, vous allez le recevoir. Et là, vous voyez, il y a un document. D'accord. Ce document, à la rigueur, on vous le mettra en descriptif. Et là, vous voyez comment bénéficier, profiter de l'audiobook. Donc, vous avez toutes les démarches. Voilà, vous allez le recevoir ensuite dans votre boîte mail. D'accord. Et puis, il y aura un lien à cliquer. Et toutes les infos, vous allez les recevoir par email. Si vous ne le recevez pas, ça veut dire que c'est dans la boîte spam. Et donc, dans ce cas, il faut valider tout simplement l'adresse de la TKL ou de Hotmart, qui est notre partenaire. Et comme ça, vous pourrez recevoir l'audiobook gratuitement. Gratuitement. C'est un truc de dingue, mais je suis très très content et j'espère encore une fois. Alors clairement, c'est bien pour la TKL et on se fait un petit peu de pub, etc. Mais bon, c'est gratuit. C'est un livre, je pense, qui peut vous apporter énormément de valeur. Quand vous allez vous inscrire ensuite, vous allez avoir la proposition de rejoindre ou pas un programme. Si vous voulez, super. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Mais si ce n'est pas votre truc, c'est pas grave. Vous aurez votre audiobook, mais surtout, écoutez-le bien, appliquez les conseils de cet audiobook. On y va pour la vidéo. Je pense que ça va être du lourd. Tout d'abord, l'article du Wall Street Journal. Vous voyez, belle page qui représente, je pense, effectivement, des mineurs en Chine. Vous voyez, on n'est pas loin des barrages, etc. Alors là, on va revenir sur cet article parce que j'adore le Wall Street Journal parce qu'ils font des analyses très, très longues, très profondes. Et ça, c'est vraiment, c'est top. C'est pour moi l'un des meilleurs quotidiens business au monde, hein, si ce n'est le meilleur de loin. Alors, vous voyez, les Bitcoin enthousiastes, les gens qui sont pro-crypto ou pro-Bitcoin, ont toujours considéré que la crypto-monnaie était en dehors du contrôle des États. Mais 75% de la production de Bitcoin, donc le minage de Bitcoin, se fait dans un seul pays, la Chine. Et la Chine, ce n'est pas le pays le plus démocratique au monde. Et vous voyez encore, c'est très très important. C'est un argument parce que tout le monde dit ah ouais, bah, c'est écologique. Mais ça pose pas de problème que 75% de la production de Bitcoin soit dans un seul pays. Et vous voyez, c'est un élément qui n'est pas rien. Et donc, un seul pays peut créer effectivement turbulence ou
peut créer effectivement le chaos au niveau du Bitcoin. Ensuite, la quantité d'électricité utilisée pour effectivement les cryptos, etc., ben, remet en question les objectifs de la Chine pour combattre contre le réchauffement climatique. Elon Musk, qui en parle, le premier, d'accord? Il dit oui, oui, mais c'est pas innocent. Et il y a même des gens, et je trouve que dans les commentaires, il y a des choses souvent intelligentes. Il y a des gens qui ont dit, mais Tammy, peut-être que Elon Musk avait une info, peut-être que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être. Parce que là, on voit bien que c'est pas, ce que fait la Chine, ce n'est pas innocent. Et ça peut effectivement faire mal. Donc, bien évidemment, voilà, il y a des problèmes par rapport à la Chine. Alors, il y a peu de gouvernements qui, pour le moment, ont adopté le Bitcoin, hormis Salvador, qui a annoncé publiquement qu'ils allaient considérer le Bitcoin comme légal dans leur pays. Mais bon, ça fait un pays, c'est une première mondiale. Il peut y avoir, bien évidemment, d'autres pays qui vont suivre. Mais pour le moment, en Chine, ce n'est toujours pas le cas. Donc, pourquoi la Chine? Parce qu'effectivement, le domaine, notamment sur un plan énergétique, vous voyez, n'était pas régulé et il y avait beaucoup trop de production d'électricité. Donc, il y avait un surplus de production d'électricité et il n'y avait aucune régulation. Et donc, à partir de là, vous avez beaucoup de mineurs qui sont installés pas loin de barrages, etc., pour justement, donc vous voyez, à Sichuan et à Yunnan, pour pouvoir produire, miner des bitcoins. Et là, vous voyez effectivement des usines qui minent le bitcoin. Ce qui fait que les cryptos et le bitcoin en Chine, c'est parmi les 10 plus gros utilisateurs d'énergie. Donc, premièrement, la Chine qui veut lancer, et vous voyez ici, la Chine qui veut lancer sa monnaie digitale nationale, d'accord, qui est contrôlée par la Banque centrale, dont le but, et vous voyez, design to counter cryptocurrencies. Le but de cette crypto-monnaie chinoise, nationale, c'est de lutter contre les crypto-monnaies. Et donc, vous avez le gros de la production qui se fait dans un seul pays, la Chine, 75%, qui utilise pas mal d'énergie, parmi les 10 plus gros producteurs. La Chine veut lutter contre le réchauffement climatique. Et la Chine aujourd'hui qui se dit, en plus, je veux créer ma propre monnaie digitale, donc le Bitcoin commence à me poser problème. Alors bien évidemment, et l'analyse ici, elle est extrêmement intéressante. Je pense qu'il y avait, ah non, il n'y a pas le point ici, mais c'est pas ça qui va bien évidemment remettre en question le Bitcoin, ni son existence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le minage de Bitcoin va se faire ailleurs et ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'en Chine, on l'a vu, ben c'est pas cher du tout, d'accord? Donc, et ça va polluer si on le fait ailleurs, parce qu'en Chine, c'était censé être peu polluant, c'était un surplus d'énergie, c'était ceci, c'était cela. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de production ou de minage de Bitcoin en Chine, mais tout milite dans ce sens. Premier point. Ensuite, vous avez Elon Musk. Alors, Elon Musk qui dit, voilà, moi, je suis plus amoureux du Bitcoin. Et vous voyez ce tweet là, qui est assez marrant de Elon Musk. Bitcoin et genre un cœur, voilà. Genre, j'aime plus le Bitcoin. Et genre, alors, et justement, il y a un gros souci par rapport à ça. Et je vais vous parler juste après de Jacques Dorsey, de ce qu'il a dit, et je vais vous parler du discours de Jacques Dorsey. Alors, il y a beaucoup de gens qui traitent Elon Musk d'irresponsable. Moi, je vous avais donné mon avis, je vous avais dit, bon, bah, il est en train de jouer avec le feu, et effectivement, il prend des risques, et il ne devrait pas. Maintenant, vous avez le big boss de Binance, Changpeng Zhao, qui dit, voilà, c'est pas top, et c'est irresponsable. Oui, les tweets qui vont faire souffrir les finances des gens ne sont pas rigolos. Voilà. That hurt other people's finances are not funny and irresponsible. C'est irresponsable. Mais c'est pas nouveau, mon ami. Et c'est ça le truc, c'est que Elon Musk, il a joué avec le feu. Mais quelque part, il savait également que ça l'avantageait, quoi. C'est-à-dire que Elon Musk, aujourd'hui, il joue, il s'amuse, etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir affaire à un grand gamin.
Et vous avez JP Morgan, ça c'est très intéressant, qui dit les institutionnels ne vont pas acheter les plus bas ou ne sont pas en train d'acheter les plus bas sur le Bitcoin. Et pour JP Morgan, les prix vont baisser encore plus. Alors ça fait rire parce qu'il n'y a pas si longtemps, JP Morgan nous expliquait 150 000, 200 000, 300 000. On est d'accord, hein? Et là, aujourd'hui, ils disent, ouais, bon, bah, les institutions. Mais en fait, les conseillers ne sont pas les payeurs. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que JP Morgan, il peut te dire un truc aujourd'hui, un autre truc demain, mais les gars, ils gagnent plein de pognon. C'est comme, moi, j'avais vu, voilà, il y a des gens, ils t'expliquent, ouais, nous, on fait pas de pub, on déteste le marketing. Et après, tu vois, c'est genre des pages de pub pour des courtiers qui te facturent des trucs de dingue, qui te font de l'affiliation. Oui, mais on n'aime pas le marketing. Mais on te met plein de courtiers et on gagne plein d'argent avec l'affiliation. Donc, en fait, j'aime pas les gens qui prennent les autres pour des cons. Et c'est vrai que dans le monde de la finance, il y a beaucoup ça. J'espère que ce n'est pas mon cas, d'accord? Mais en tout cas, peut-être, peut-être. Et si c'est le cas, je m'en excuse et je vais faire le maximum pour que ça ne soit pas le cas. Parce que justement, j'estime que voilà, mon job, c'est d'aider les gens, c'est de leur apporter de la valeur, c'est faire en sorte que ben, les gens, ils investissent leur argent ou alors ils vont épargner et c'est faire en sorte de leur amener de la sagesse, de la rationalité dans un monde qui est aujourd'hui complètement à l'ouest. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y a un autre mec, André Kostin, c'est le big boss de VTB Bank en Russie, qui dit it's fake money, c'est de l'argent, voilà, c'est pas du vrai argent, c'est du vent. Aucun gouvernement ne va l'accepter because it's not under any government regulations, parce qu'il n'y a aucune régulation. Ils ne peuvent pas contrôler la crypto-monnaie. Je vais revenir sur ce point, d'accord, avant d'aborder Jacques Dorsey, parce que le point de vue de Jacques Dorsey, il est vraiment génial. J'ai envie de revenir sur ce point-là. Ce monsieur, il a raison. C'est-à-dire que, premièrement, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon tableau blanc. Après, je vais peut-être revenir sur ça. Je vais ici analyser un truc. Vous avez donc BTC, etc. D'accord. Le but, c'est quoi? C'est à l'origine, c'était de dire les gouvernements gèrent mal la monnaie. Il y a de la monnaie qui est imprimée en grande quantité. Il faut trouver une alternative aux monnaies fiat. Et donc, bingo, le Bitcoin a été créé. Et aujourd'hui, beaucoup de gens disent oui. Alors, les mêmes personnes qui vous disaient c'est une monnaie, d'accord, aujourd'hui nous expliquent que non, ce n'est plus une monnaie, c'est un actif. Et c'est de l'or digital. D'accord? Mais bien sûr, et là, le raisonnement, il est vraiment génial parce que tout autour du Bitcoin s'apparente à de l'or. C'est-à-dire qu'auparavant, la monnaie, elle avait comme contrepartie l'or. On disait d'ailleurs dollar as good as gold. Donc le dollar est aussi bon que l'or. Pourquoi? Parce que le dollar était lié à l'or. Et après, effectivement, Bretton Woods, etc., plus le cas. Et donc, toutes ces monnaies qui auparavant avaient comme contrepartie l'or, bien, on leur a dit, OK, ben on va créer une alternative à l'or et on va créer une monnaie qui finalement n'a plus besoin des monnaies traditionnelles, qui n'a plus besoin de banques, qui n'a plus besoin d'intermédiaires, une monnaie totalement décentralisée qui va remplacer les monnaies traditionnelles. Sauf que cette monnaie aujourd'hui ne permet pas énormément de transactions par rapport aux monnaies classiques. Cette monnaie, elle est extrêmement volatile. Cette monnaie, il y a également beaucoup d'incertitudes et beaucoup disent ce n'est pas une monnaie, c'est un actif, c'est de l'or digital. Et je suis complètement d'accord avec cette définition. Maintenant, on est bien d'accord que les gouvernements ne veulent pas du Bitcoin, etc., ou du moins ne sont pas fans. Pourquoi? Parce que, encore une fois, et beaucoup de personnes vont le répéter, le Bitcoin n'a pas cours légal. C'est-à-dire que, par exemple, en Europe, en France, par exemple, la monnaie, c'est l'euro. Aux États-Unis, ça va être le dollar. Je suis à Dubaï, ça va être le dirham des Émirats arabes unis, etc., etc., etc. Donc, dans chaque
pays, vous avez une monnaie qui a un cours légal, d'accord, qui est accepté et que n'importe quel commerce, n'importe quel doit accepter, d'accord, c'est légal, un cours légal. Et le Bitcoin, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas une monnaie au sens traditionnel du terme. Et donc, à partir de là, est-ce que le Bitcoin remet en question le monopole des monnaies traditionnelles? Non, puisque ces monnaies, elles sont toujours les monnaies qui dominent, etc. Est-ce que le Bitcoin met en danger les monnaies traditionnelles? Non, pas pour le moment. Mais est-ce que le Bitcoin peut déranger les monnaies traditionnelles et les gouvernements traditionnels? Oui. Pourquoi? Parce que quelque part, cet argent, il aurait pu être investi ailleurs. Il est investi sur le Bitcoin, il est investi sur les cryptos. Et donc, c'est là où soit ils se disent, et encore une fois, je suis pas, j'essaie d'être neutre, d'accord? Mon point de vue, il est neutre. Soit on se dit, tiens, il y a des avancées sur un plan technologique, il y a des choses qui sont vraiment géniales, etc. Et c'est vrai que, honnêtement, il y a des choses que les monnaies traditionnelles ne font pas, que la finance traditionnelle ne permet pas. Et c'est un peu le discours de Jacques Dorsey. C'est que les cryptos sont inclusives, c'est-à-dire des personnes en Afrique qui n'ont pas accès à un compte bancaire, qui n'ont pas accès à une monnaie, etc., ben, pourront, grâce aux crypto-monnaies, pouvoir emprunter, pouvoir acheter, pouvoir échanger, pouvoir stocker, d'accord, une valeur. Donc, il y a clairement un véritable intérêt, même et surtout, je dirais, pour les pays en voie de développement, pour les pays où les monnaies sont extrêmement volatiles, pour les monnaies, pour les pays où l'inflation est élevée. Prenons le cas par exemple du Zimbabwe, le Venezuela, etc. Voilà, la monnaie n'existe plus. Donc, clairement, les cryptos ont un intérêt. Maintenant, est-ce qu'on a de l'inflation en Europe, aux États-Unis? Non. Mais est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui. Pourquoi? Parce que émission de monnaie, parce que les dettes sont extrêmement importantes, etc., etc., etc. Mais juste ici, voilà, le raisonnement, c'est que les cryptos, euh, bien sûr, ici, la personne nous dit aucun gouvernement va les accepter, aucune régulation, parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Et il a totalement raison. Mais bien sûr qu'ils peuvent limiter la casse, ils peuvent créer des règles, ils peuvent imposer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, à mon avis, ils sont en train d'étudier la situation. Donc, Elon Musk qui n'aime plus le Bitcoin. Alors après, vous avez des banquiers centraux. Alors, vous avez ici l'Irlande. Crypto assets are a great concern. C'est une grande inquiétude ou un gros problème. Et beaucoup, effectivement, d'officiels, que ce soit la Banque centrale d'Irlande, Banque centrale le gouverneur de la Banque centrale anglaise, Banque centrale du Japon, etc., Banque centrale des États-Unis, toutes ces personnes vous expliquent, voilà, c'est un jeu, ce n'est pas sérieux, c'est trop risqué, etc. Et vous voyez ici, there is not yet a timeline for any new rules. Regulation need to be technology neutral. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les régulations affectent la technologie qui est en train de se développer, d'accord? Mais il faut effectivement réguler et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que même les banquiers centraux se rendent compte qu'il y a une technologie, qu'il y a des intérêts. Tous les gouvernements parlent de créer une monnaie digitale, banque centrale. Donc, il y a clairement un impact, et ça, c'est intéressant, des cryptos sur la finance traditionnelle. Maintenant, c'est jusqu'à quel point ils peuvent tolérer et est-ce qu'à un certain moment, ils vont dire stop. Et ça, encore une fois, on n'en sait rien. Et donc, ce ne sont que des spéculations. Donc, on va enfin parler de notre ami Jacques Dorsey. Alors, Jacques Dorsey, il a tenu un discours qui est juste énorme. Et regardez ce qu'il écrit. Il dit je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus important dans ma vie sur lequel je puisse travailler. Alors qu'il a créé Twitter, Square, co-founder of Twitter, Square, donc c'est quand même pas rien. Le gars, il est déjà milliardaire et il explique que pour lui, c'est un projet qui est juste énorme. Et il a vraiment un discours. Regardez, le Bitcoin change absolument tout.
je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus important sur lequel je puisse travailler. Et il a dit, si, if I were not at Square or Twitter, si je n'étais pas à Twitter ou à Square, je serais en train de travailler sur le Bitcoin. If Bitcoin needed more help, I would leave them for Bitcoin. Si le Bitcoin avait plus besoin d'aide qu'au Square ou Twitter, c'est-à-dire mes propres boîtes, je quitterais mes propres boîtes pour le Bitcoin. For Bitcoin, he said, I believe both companies have a role to play. C'est-à-dire, Twitter et Square ont un rôle à jouer pour le Bitcoin. Et donc, pour lui, voilà, le Bitcoin a le potentiel de créer une architecture financière beaucoup plus inclusive and supportive et qui va supporter les communautés qui ne sont pas favorisées. Et for those living in different countries around the world, Bitcoin as a way to protect against currency devaluation. Donc pour ceux qui habitent notamment dans les pays en voie de développement, et je sais que Jacques Dorsey avait été en Afrique, il avait été touché par l'Afrique, et donc il y a un vrai message. Hein. C'est pas le gars, je pense qu'il a plus besoin de gagner de l'argent. C'est que derrière c'est super profond pour lui, et pour lui il voit vraiment que le Bitcoin peut avoir un impact considérable sur les économies de ce pays. Donc ils disent donc Bitcoin as a way to protect. Donc, ça peut protéger contre la dévaluation, donc l'hyperinflation, l'inflation, et bien évidemment effectuer des transferts dans le monde entier. Voilà, donc il dit voilà, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse permettre d'aider plus les gens que le Bitcoin. Et bon, après ça, je vais pas trop le développer. Et il y a un autre truc, hein, parce que franchement, Jacques Dorsey, c'est énorme ce qu'il a fait. Et là, il a dit, voilà, ils vont travailler sur le Bitcoin et ils vont créer, alors je vais juste en train de retrouver les infos. Je ne pense pas que ce soit ce message, non, mais je pense que c'est... Voilà, super. C'est énorme ce que je vais vous dire. Is considering a new hardware Bitcoin wallet. Donc, ils sont en train de développer ou de penser à développer une nouvelle wallet pour le Bitcoin. Mais attention, c'est là où c'est énorme. Il dit voilà, wallet that would give consumers greater control. Donc, ils sont en train de développer, mais ils vont faire un truc où tu n'auras plus besoin d'Internet. Donc ici, proposing a new way that is not controlled by Square, a Bitcoin wallet could allow consider wallet for Bitcoin. Bon, bref, voilà. Et en fait, ils vont plus recourir à Internet. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, rappelez-vous, début de la vidéo, je vous ai parlé du mining, de la Chine, et en fait, c'est ça, c'est est-ce qu'il y aura des innovations qui permettront finalement au Bitcoin de ne plus avoir besoin de consommer autant d'énergie? Est-ce qu'il va y avoir des innovations? Est-ce qu'il va... Et c'est là où un mec comme Jacques Dorsey intervient et il peut jouer un rôle important. Encore une fois, je n'ai pas toutes les infos, mais je trouve que cet article est très, très, très intéressant. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est fini ou ça ne veut pas dire que ça va exploser parce qu'encore une fois, il y a plein de choses qui nous échappent. Et c'est pour ça que l'investissement, il ne faut pas le considérer comme j'ai une certitude, mais quand on investit, il faut toujours se dire, OK, quelles sont les probabilités que je gagne et quels sont les risques que je prends. C'est comme ça qu'il faut voir l'investissement, jamais comme une certitude. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser les cryptos, les principales cryptos, notamment le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, vous voyez, on a eu la chute, mais on est toujours, et encore une fois, c'est le raisonnement que je tiens depuis pas mal de temps, on est toujours dans cette énorme range. Pour le moment, le Bitcoin, on ne peut pas dire qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a eu une petite hausse, et puis, je pense que c'est Elon Musk, et la baisse, c'est Elon Musk également. Merci Elon Musk. Mais on voit que le Bitcoin, il est toujours coincé dans une grosse bougie, hein, cette grosse bougie que j'appelle une bougie de contrôle. Et pour moi, effectivement, le gros niveau, ça va être les 30 000 à la baisse et les 40 000 à la hausse. Je vais juste effacer tout ça, comme ça va être beaucoup plus clair pour vous. Donc, vous voyez ici, on a ce gros niveau
à la hausse. Donc, on est aux alentours des 40 000, 41 000. Et à la baisse, on a ce niveau des 30 000. D'accord? Et on voit bien qu'il y a une grosse zone de consolidation par là. Pour le moment, les indicateurs, en ce qui me concerne, sont toujours négatifs. D'accord? Et tant qu'on n'a pas cassé par là, d'accord, je reste à l'écart. Donc pour moi, ça pourrait correspondre au niveau des 41 000, 42 000, d'accord. Voilà, pour moi, c'est des gros niveaux à court terme. Sachant que même en cassant ces niveaux à la hausse, ça ne veut pas dire que c'est la folie, mais c'est un début. C'est-à-dire que là, regardez, ça a fortement chuté, d'accord. On n'est pas fort, on n'est pas. Et c'est là où. Alors, c'est vrai que les cryptos sont extrêmement volatiles. Ici, on est sur une zone d'équilibre. On a cette forte baisse. Le rebond, il est quand même assez faible. D'accord? Mais on pourrait encore rebondir. Et le rebond ne voudrait pas dire ça y est, la baisse est finie, mais ça voudrait dire juste on retrace la baisse. D'accord? Donc pour le moment, on ne peut pas parler d'un retournement majeur de la situation. Et vous voyez, encore une fois, on est à la croisée des chemins. C'est le titre de cette vidéo, c'est à la croisée des chemins, et on est clairement dans cette situation. Les autres monnaies, on va revenir rapidement sur Binance. Vous voyez, il y a un rebond. Mais bon, ça s'est juste effondré de ouais, 70%. Et là, depuis les plus hauts de 43%. Bon, voilà, c'est toujours pas top. Le Dogecoin, on a un petit rebond, ce qui n'est pas. Voilà. Mais pour moi, ça reste toujours pas génial. D'accord? Mais encore une fois, et c'est un truc avec lequel je voulais conclure. L'investissement, il y a deux approches, d'accord? Il y a l'approche plutôt prudente et de bon père de famille. C'est-à-dire que quand tu investis, tu vas mettre ton argent. Si ton patrimoine est de 100 000 euros, d'accord? Est-ce que tu accepterais une volatilité extrême? Point d'interrogation. Est-ce que tu accepterais de voir ton capital multiplié par 2 en 2 semaines et de voir ton capital divisé par 3 en 2 semaines? Point d'interrogation. Est-ce que tu l'accepterais? Ça s'appelle la volatilité. Donc, si une personne elle a 100 000 euros, d'accord? Son portefeuille, en 2 semaines, il se retrouve à 300 000 euros, d'accord? Et puis, 2 semaines après, donc un mois après la première entrée, son portefeuille revient à la case départ, d'accord? Mais on est bien d'accord que là, il a perdu 75% de son investissement. Si tu mets tout ton fric et que tu vois plus de 100% et moins 75%, psychologiquement, tu pètes un câble. Donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on a eu sur le Dogecoin. Je reviens rapidement dessus. Regardez. Dogecoin, on a un truc qui a évolué de allez, 0. Allez, on va prendre. Donc, ici, ça a pris quelque chose comme 140%. Ouais. Mais depuis les plus bas, on pourrait dire 200%. Depuis ces plus bas, ça a pris 200%. Par contre, par rapport au plus haut, ça a perdu 71%. Voilà. Donc, on voit une volatilité extrême. Donc, à partir de là, vous comprenez un peu l'investissement. Est-ce que tu es prêt à l'encaisser? On en revient à ça. C'est que finalement, si la volatilité elle est trop importante, tu risques de craquer. Et beaucoup de recherches ont montré la chose suivante. Très peu de personnes sont prêtes à accepter une perte supérieure à 20%. Très peu de personnes. Et c'est la raison pour laquelle, comme beaucoup de personnes n'acceptent pas une perte supérieure à 20%, parce que souvent, les personnes, dès qu'elles perdent 20%, d'accord, elles craquent et elles abandonnent. Alors sur les cryptos, c'est vrai qu'on est dans un monde où la volatilité est bien plus importante. On est habitué aujourd'hui à la volatilité. Ça paraît presque normal, etc. Donc je pense qu'on a intégré cette notion de volatilité avec les cryptos, mais il n'en reste pas moins
que beaucoup de gens ne vont pas encaisser cette forte volatilité. Voilà, c'est une grosse vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bonjour les amis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez agir? Est-ce que vous voulez agir? Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 € à la Fnac. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui, il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami, ciao!